Bon, malheureusement, je ne suis pas celui qui va venir avec un seul talk sur la fin, ce sera du PostgreSQL. Je vous rassure tout de suite, c'est par petits chapitres. Ça ne va pas crescendo, mais c'est des petits chapitres techniques. Il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Et bien sûr, on est un meetup Ruby, donc ça va tourner aussi autour de Ruby et de Rails. Et du coup, le titre du talk, c'est comment PostgreSQL It's a Trap. C'est comment se faire avoir par le planner. Donc le planner, c'est la partie dans votre DB Postgres qui va s'occuper de faire tout ce qui est logique pour essayer d'être le plus rapide possible pour tourner un résultat. Juste une petite question dans la salle, qui utilise PostgreSQL sur son application? Ok, c'est la bonne cible. Du coup, c'est les petits chapitres qu'il va y avoir. Il y en a qui sont très rapides, il y en a c'est une slide, il y en a c'est un peu plus long. Du coup, on va regarder les erreurs qu'on peut avoir quand on a plusieurs where clauses. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Sur les index, les créations d'index, quand elles sont supérieures à une, on va après regarder un petit peu les prepare statements et tout ce qui se passe derrière dans Active Record. On va regarder les prepare statements et ce qu'on appelle les query tags. Le gros point sur les opérateurs in et any, avec quelque chose qui est super intéressant qui arrive l'année prochaine. Et le dernier point, si on a le temps, mais je ne pense pas qu'on aura le temps, sur les hot updates. Du coup, ça, c'est un cas classique sur lequel tous les cas que je vous montre, c'est des cas de production sur lesquels j'ai travaillé en gros plutôt l'été dernier. Moi, je travaille du coup, c'est le petit logo en bas. Je travaille pour une boîte qui a déménagé d'ailleurs aujourd'hui tout près d'ici, qui s'appelle Lifen et qui travaille dans la santé. Et c'est un cas sur lequel que j'ai croisé en fait l'été dernier sur une application sur laquelle je suis intervenu. Pour le coup, nous, c'est pas des monolithes, c'est plusieurs applications Rails. Mais là, du coup, c'était une application qui avait des difficultés au niveau des performances. Du coup, je suis intervenu sur l'application pour donner un coup de main. Et donc, c'est un cas classique où on a des clauses where qui sont multiples et qui sont sur la même colonne. Euh, donc, un cas classique, ça peut être par exemple, vous arrivez dans votre contrôleur, vous allez vérifier que les données, elles appartiennent bien à un utilisateur, vous allez limiter, vous allez scoper une première fois, puis cet utilisateur va re-requêter les informations derrière pour avoir un dataset plus petit. Ça, c'est typiquement un cas classique que vous pouvez avoir. Là, j'ai mis aussi en haut que ça peut être un policy object, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, ça ressemble à ça si on est à une approche naïve, il faut l'imaginer dans une application un petit peu plus grosse. Alors là, ça va être un peu plus petit. Je suis désolé pour ceux qui sont au fond. Je vais essayer de détailler. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer direct dans du SQL. Ce ne sera pas tous les slides comme ça, mais il y en aura un petit peu. Ce que je veux montrer en fait là sur la partie SQL, c'est qu'est-ce que ça va retourner et qu'est-ce qui va nous intéresser. Et tout ce que je fais là, bien sûr, on peut le faire avec Rails et même Ruby. Mais il y a un côté plus clair, en tout cas, quand on travaille avec SQL, d'un moment basculer, de faire du SQL. Donc au début, on va créer juste une table avec trois colonnes. Donc il y a un ID, un name et un nickname. Ensuite, je vais créer un index, et c'est important sur la table commentaire avec le name et le nickname, parce que c'est là que je vais filtrer. Et ensuite, dans ma table, je vais insérer 100 000 lignes avec des noms et des nicknames qui sont random. Ensuite, je vais analyser la table. Donc analyser la table, ça veut dire que je vais créer les statistiques, je vais rafraîchir les statistiques de la table. Et après, la suite, il y a une ligne qui s'appelle Explain Analyze, que vous connaissez sans doute. Et là, moi, je rajoute des choses qui sont assez intéressantes et que je vous invite vraiment à rajouter à chaque fois que vous faites vos Explain Analyze. Vous pouvez même les faire depuis Active Record, vous faites un point Explain, et après, vous pouvez passer des symboles avec l'analyze, le cost, le verbose, buffers. Je ne vais pas tous les détailler, mais le buffer, c'est assez récent. Et c'est intéressant, par exemple, le buffer, ça va vous dire, est-ce que les informations que je vais les chercher ou en mémoire ou sur le disque. Et il y a des moments où vous allez avoir des requêtes qui vont être hyper rapides. Et si vous commencez à regarder un peu le buffer, vous allez dire, ah ouais, en fait, c'est quand même 2 gigas de RAM pour une requête qui est rapide. Donc peut-être qu'il y a un souci. Et surtout que le souci, il va à un moment se créer quand ce ne sera pas en RAM et il faudra aller chercher ces gigas sur le disque. Voilà. Et vous allez à un moment dire que vous ne comprenez pas pourquoi la requête, parfois elle est rapide, parfois elle est lente. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en dessous, je veux analyser sur la requête commentaire et reproduire exactement ce qu'on a eu avant. Donc le cas où je vais chercher le name avec s'appelle foo-base, après je vais chercher le nickname, et après je vais rechercher le name avec d'autres paramètres. Et en fait, ce qui est intéressant à voir en dessous, c'est que en haut, j'ai quand même créé un index avec les deux colonnes. Donc on pourrait se dire, bah, vas-y, ça va rester dessus, il n'y a pas de problème, j'ai l'index qui est adapté. Et en fait, ce qu'on se rend compte en dessous ici, c'est qu'on a une ligne qu'on n'a pas envie de voir, et c'est un filter. Ça veut dire que lui, il récupère, il va utiliser l'index, mais il va quand même faire un filtre derrière. Alors sur une requête, sur une petite table, c'est pas très grave, vous avez un filtre, c'est une étape classique qu'il peut faire. Sur une table qui est assez importante,
Bah, ça veut dire que, on va voir après des exemples plus production, ça veut dire que vous allez avoir votre CPU ou votre mémoire qui va travailler beaucoup plus pour aller faire ce ménage-là. Tac. Alors, est-ce que je vais trop vite? Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a un index, mais il n'est pas toujours utilisé. Aussi, et c'est quelque chose qui a été assez difficile à trouver, c'est qu'en fait, nous, on s'est rendu compte que le filtre qu'on n'a pas envie de voir, il arrivait parfois après un vacuum. Alors, un vacuum, c'est quoi? C'est votre table, vous faites plein de choses, des modifications, des suppressions. Il y a plein de données qui sont inutiles sur la table. Et il y a une étape qui s'appelle le vacuum, c'est on vient faire le ménage, on vient nettoyer la table des informations qu'on ne veut pas avoir. Cette étape-là, nous, on a remarqué que quand on avait le vacuum, un peu après le vacuum, sur les 10 premières minutes, on se retrouvait avec pas mal de requêtes avec des filtres. Donc nous, pour vous donner un indice, c'est des requêtes parfois qui sont assez lourdes, qui vont prendre à peu près 80-100 millisecondes, donc quand même un temps assez important. Et par la suite, si en fait on a ça, on peut se retrouver d'un coup avec des 20 secondes. Donc on a un temps qui est random. Donc là, c'était un cas à peu près en prod, on se retrouve que le filtre se retrouve à supprimer 17 000 lignes. Et en dessous, vous avez l'information aussi, le buffer, share hits 3788, c'est quand même c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir aussi. Et donc là, si j'enlève la duplication, la requête, elle va me retourner le même résultat. Alors là, j'ai simplifié la requête, mais on voit que j'ai plus l'étape de filtre et le buffer shared hit, j'étais à 3700, là je suis à 49. Donc typiquement, nous, ce qu'on a fait sur l'application, on n'a pas fait de monkey page Active Record pour simplifier les paramètres, on a juste fait le ménage sur nos requêtes. On a pris la version courte et c'était vraiment quelque chose qui était surprenant, c'est de voir que pour le coup, c'est pas forcément Active Record qui est fautif. Lui, on lui met plusieurs where, il transforme en SQL. C'était plutôt que Postgres, en fait, n'était pas en capacité de dire j'ai des attributs qui sont placés à différents endroits et je dois en fait en faire une synthèse pour que ça réagisse bien derrière. Alors ça, comment on peut le détecter? Je ne suis pas affilié avec PGAnalyze, mais je vais en parler un peu aujourd'hui. C'est un outil qui permet en fait de faire du tracking des perfs sur Postgres. C'est hyper bien fait. C'est un ancien de chez Heroku qui a créé ça. C'est une toute petite boîte, ils sont 6. Mais c'est vraiment hyper intéressant quand on veut suivre sa DB et c'est orienté dev. Donc vous allez voir, c'est sûr, il y a du SQL, mais c'est vraiment orienté dev. Après, si vous utilisez AWS, il y a un outil qui s'appelle Performance Insight qui est pas mal fait. Et il y a une extension Postgres qui est hyper bien, qui s'appelle pgstat-statements, qui est une table de statistiques cumulatives. Et par exemple, sur une requête comme ça, vous allez voir que la requête, son temps minimal, c'est 80 millisecondes, et puis d'un coup, c'est 20 secondes. Vous vous dites, là, il y a quand même quelque chose où il faut que j'aille voir. Donc ça, c'était le premier point sur les where clauses. Ça, c'est une toute petite recommandation, parce que parfois, on oublie. Au début, je vous disais comment, sur le titre, c'était comment se faire avoir par le planeur. Bah, ça, c'est un exemple assez simple. C'est que parfois, vous vous dites, tiens, je vais aller chercher des informations et je veux essayer de trouver l'index qui est le plus rapide. Donc, vous créez 3 index, vous lancez, vous vous dites, tiens, je vais regarder après l'ADB, quel index elle va le prendre. Alors, en fait, l'ADB, elle ne va pas forcément prendre le bon index. Donc, c'est, par exemple, ça, ce que j'ai fait là, il ne faut pas le faire, c'est hyper naïf. Parce qu'en fait, ça se trouve, il va rester sur le premier index et on va se dire, bah, c'est pas mal et tout. Puis à partir du moment où on supprime le premier, on va le deuxième, on va dire, ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus rapide. Et on supprime le deuxième, on va au troisième. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, c'était vraiment la bonne solution. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez vos index, idéalement, c'est que vous en créez un et vous supprimez l'ancien pour voir s'il va dessus, quoi. Donc, faut pas se dire que PostgreSQL est smart. Il est dans beaucoup de situations. Et à des moments, il ne l'est pas. Il faut un petit peu l'aider. Alors, les prepare statements, est-ce que les gens voient un peu ce que c'est dans la salle? Parce que c'est quelque chose d'assez inclus par défaut dans Rails. Vous l'avez dans votre fichier, dans votre config database. Les prepare statements, en fait, c'est quelque chose qui existe dans plein d'autres frameworks aussi, qui est utilisé dans plein de solutions. Le but, c'est en fait de préparer votre requête. Donc, ça la précompile. Et là, un des avantages, ça va être que vu que c'est précompilé, tout le temps de compilation de la requête, si vous faites très souvent cette requête, et c'est le cas quand on a un ORM, ça va vous enlever un petit overhead de la précompilation. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau sécurité, parce qu'en fait, vu que vous préparez une requête, après, vous avez juste à lui passer les paramètres, dans tout ce qui est injection SQL, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose qui est activé par défaut sur les applications Rails. Donc en SQL, ça ressemble à ça. On a une commande qui dit je vais préparer une instruction qui s'appelle insertDoc, qui prendra un timestamp, et en dessous, c'est exactement ce qu'elle va faire. Et en bas, on dit bah, je vais exécuter insertDoc et je vais lui passer un current timestamp. Il faut savoir que les prepare statements, du coup, c'est gardé en mémoire.
et il y en a 1000 par connexion. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on va voir après les limitations. C'est que les prepare statements, c'est intéressant, mais c'est pas illimité, quoi. À un moment, elles sautent. Avant, ça c'est un peu les prérequis pour le slide d'après. J'ai parlé brièvement de PGStat Statement. Alors le tableau, il peut être hyper large, il peut faire un peu peur, mais après, c'est une grande table de statistiques, donc vous allez chercher les informations que vous voulez. Ça, c'est quelque chose, si à un moment vous avez votre application et vous vous dites, ça c'est bizarre, je ne sais pas trop, il y a des trucs un peu étranges, vous faites un select étoile sur cette table-là, si elle est activée, mais sinon c'est assez facile à activer. Et vous allez voir toutes vos requêtes, et vous allez voir combien de fois elles ont tourné, combien de temps elles prennent en moyenne et tout. C'est vraiment, généralement, au niveau des DBA, c'est la table dans laquelle ils vont aller mettre le nez. C'est hyper bien fichu. Et elle évolue au fil des versions. Donc ça, pourquoi je parle de ça? C'est parce que si on parle de prepare statement et de PGStat statement, les mots se ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même chose, on va arriver on retourne sur Active Record où on a le where ID avec un petit tableau. Donc c'est tout le monde dans ces applications Rails, à un moment, va aller chercher des éléments avec un tableau en lui passant par exemple plusieurs ID. Il faut savoir que ça, par exemple, ça ne fait pas de prepare statement. Si vous faites un find by ID, ça fait un prepare statement. Il y a plein d'autres méthodes. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait du SQL sur la première présentation. C'est des choses, il n'y aura pas de prepare statement sur ça. Ce n'est pas très très grave, mais du coup, c'est pour ça que vous allez avoir à un moment un Rubocop qui va vous dire attention aux injections SQL. Là, c'est des méthodes où il n'y a pas de prepare statement. Elles sont plus sensibles à ça. Donc, par exemple, un where ID avec un tableau avec deux ID, là, ça ne va pas faire de prepare statement. Et quelque chose qui va nous embêter, si on veut voir la petite table d'avant avec la statistique cumulative, c'est qu'actuellement, Rails, en fait, il écrit comme ça les requêtes avec un in. Et du coup, pour lui, c'est deux requêtes différentes. Si je lui passe un moment deux ID, bah, il va me faire une première ligne. Je lui passe trois ID, c'est une autre ligne. Donc en fait, ça éclate complètement nos statistiques cumulatives. Et si on pousse plus loin en disant « je voudrais avoir des prepare statements », on a vu tout à l'heure qu'on avait une limite de 1000 prepare statements. Ça veut dire que si je fais 1000 requêtes avec un nombre d'éléments différents, bah, j'ai 1000 requêtes en prepare statement qui sont inutiles. Donc on se rajoute un overhead alors qu'on veut que ce soit plus rapide. Donc ça, vous pouvez faire des petites choses. C'est que, en fait, dans SQL, généralement, on voit souvent on utilise in, et en fait, on peut tricher, on peut utiliser any, qui, au niveau des performances, c'est la même chose, mais il y a un désavantage, c'est que vous pouvez lui wrapper en fait un petit tableau, et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire comme si c'était un seul paramètre. Et donc, vous me voyez venir, c'est que derrière, en fait, en jouant avec ce trick-là, vous pouvez faire des prepare statements sur des tableaux, donc vous rajoutez la sécurité sur les tableaux, et puis derrière, vous avez aussi le gain en perf avec les prepare statements, la sécurité, etc. Ça, il y a une pull request qui est ici, qui a été ouverte il y a 1 an, qui a été reviewée le 18 avril par Raphaël. Et du coup, c'est nickel parce que c'est exactement, en gros, vous aurez juste à mettre à jour Rails et en fait, ce sera le de facto. Et en attendant, il y a une gemme qui s'appelle where_any, c'est tout petit, c'est 40 lignes, et qui fait exactement ça. Donc, par exemple, nous, chez Lifen, c'est quelque chose qu'on utilise parce qu'on avait trop de dispersion dans les PGStat statements et on voulait avoir les prepare statements pour les tableaux, notamment pour un point que je vais aborder juste après. C'est que quand vous avez du coup vos requêtes classiques, donc là on va avoir une requête où on va aller chercher sur un champ search text, on va essayer d'enlever les accents et on va lui passer une string. Ça c'est quelque chose d'assez classique que vous pouvez avoir. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a des données de santé. Donc, les données de santé, on ne fait surtout pas de bêtises. Donc, il y a plein de protocoles qui font qu'on doit faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on log, qui accède à quoi. Et quelque chose qui est très avantageux avec les prepare statements qu'on a vus avant, c'est qu'en fait, vu que c'est des paramètres qu'on va passer à une requête, c'est facile de lui dire, en fait, je ne veux pas que tu m'affiches les paramètres. Tu les logs jamais, quoi. Donc, du coup, on a les requêtes, mais on n'a pas les paramètres. Seulement, quand on se retrouve d'un coup dans une application Rails, on se dit, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je vais faire juste mon SQL classique. On se retrouve à avoir une requête qui est en clair dans les logs. Alors, il faut aller chercher les logs, c'est sûr, mais quand on veut faire attention, on ne log pas. Donc, c'est quelque chose qui est limitant. Alors là, ça va piquer un peu parce que c'est du RL, puis en plus, les contrastes ne sont pas dingues. Mais en gros, c'est possible de le réécrire avec du RL. Donc RL, c'est le code qu'il y a sous Active Record. Je vous invite pas trop à en faire, c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant, voilà. Pas très documenté, les méthodes sont pas dingues. Si vous allez lire par exemple, tout à l'heure je parlais de la perd sur Rails, vous allez voir ce qui est fait.
c'est vraiment pas ouf, enfin, comme code. Donc là, c'est exactement la même code que vous avez vu avant. On voit quand même là, on a très envie de faire du SQL, c'est beaucoup plus simple et lisible. Si on veut faire du ARL et faire des bind parameters et puis rester un peu en Ruby, ça ressemble à ça. Donc en gros, en haut, on assigne sur une valeur, une variable bind parameter. En gros, c'est on crée un nœud ARL qui est un bind parameter. On lui dit que ce sera sur le champ texte. Après, on lui passe le champ. Et en dessous, sur la table, alors là, c'est une table patient. On lui dit, bah, il y a un champ qui s'appelle search text. Et ce sera une fonction qui s'appelle unaccent. On lui passe dessus. Puis en dessous, j'ai passé en insensitive. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en prod et qui fait exactement ce qu'on veut. On ne veut pas avoir les paramètres de requête. On veut juste savoir que la requête a été jouée. Et on garde les prepare statements aussi au passage. Donc là, c'est un exemple. Si je vais chercher dans la table, parce que la table prepare statement, en fait, vous pouvez la consulter. Si vous allez la chercher, en fait, on voit qu'il y a juste ça. Et derrière, après, le champ, le paramètre, on voit qu'il est masqué, c'est juste texte, quoi. On ne l'a plus. Alors, ça, c'est les query tags. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps sur SQL, qui a été implémenté à la base par Basecamp avec une gemme qui s'appelait Marginalia et qui permet, en fait, quand vous faites vos requêtes, vous avez le droit de rajouter à la fin un commentaire dans toutes vos requêtes. Et du coup, vous pouvez savoir qui a émis la requête. Donc, vous pouvez déjà le faire avec la commande ActiveRecord, ça s'appelle annotate, je crois. Et en fait, sur Rails, il y a une partie qui s'appelle les query tags. Donc, en fait, ils ont ramené la gemme Marginalia. Et ça permet en fait de savoir d'où vient votre requête SQL. Donc, c'est assez pratique quand vous avez des requêtes qui se ressemblent et vous savoir l'origine. Donc j'ai mis en haut, qu'est-ce qui utilise ça? Bon, on a parlé tout à l'heure de Shopify, mais Shopify, par exemple, eux, ils utilisent le commentaire comme ça pour avoir la request ID. Donc à des moments, s'ils ont des requêtes qui sont très verbeuses, ou ils se disent à un moment que la requête est très lente, bah, ils vont vouloir aller savoir quel était le plan de la requête, qui a émis la requête avec quel paramètre. Donc en fait, il y a possibilité de passer ça. Il y a un problème si vous utilisez Action Cable, il y a des soucis avec ça, donc vous aurez des query tags vides. Tout n'est pas parfait. Mais par défaut, en gros, si vous activez les query tags sur une application Rails, il va vous mettre le nom de l'application. Après, vous pouvez choisir la classe, vous pouvez choisir la méthode et vous pouvez jusqu'au numéro de ligne sur lequel c'est fait. Alors, pourquoi je vous dis de faire attention à ça? C'est que si vous activez les numéros de ligne, je vous ai parlé tout à l'heure des prepare statements. Donc, si vous avez une application qui est activée par défaut sur Rails, à chaque commentaire, ça va être une nouvelle requête. Donc, si vous avez 10 appels avec quasiment le même code, mais pas la même ligne, bah, ça va vous faire 10 prepare statements. Donc, généralement, par exemple, Shopify, ils n'ont pas le prepare statement activé, notamment pour ça. Parce qu'en fait, sinon, ce serait vraiment stupide, ils auraient un overhead inutile. Je mentionne aussi OpenTelemetry, parce qu'en fait, c'est possible de mettre du OpenTelemetry dedans et du coup de suivre tout ce qui se passe avec sa requête. Et aussi, tout à l'heure, je parlais de pgstat-statement, du coup, les stats cumulatives. Et c'est un peu bizarre, mais en gros, la première requête qui passe, il va stocker le commentaire. Et après, toutes les requêtes d'après qui ont des commentaires différents, en fait, il ne va pas les stocker comme étant différentes. Il va se dire qu'il ignore le commentaire. Alors ça, c'est ceinture, mais je suis trop content de présenter ça parce que c'est boulot de malade. J'ai parlé tout à l'heure des opérateurs in et any. Et du coup, comme je disais, c'est des opérateurs qui sont assez similaires. Et on a vu que en fait, c'était assez intéressant d'utiliser any pour pas mal d'avantages. Donc là, si on voit, c'est une requête qui est assez simple, même si vous ne voyez pas au fond, c'est que en gros, on va chercher sur deux tableaux. Donc vous avez un where avec ID et après vous avez un where avec UID et c'est un autre tableau. Donc deux where classiques. Ça, c'est un cas très simple qu'on a eu chez Lifen. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Alors là, je précise en dessous, j'ai l'index, mais en gros, il faut se dire que c'est indexé, c'est-à-dire que c'est fait, on va dire, dans les règles de l'art. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'on va se rendre compte, comme au tout début, que l'index, il n'est pas respecté. On va avoir du filtre en plus. Donc là, on voit qu'on a par exemple une requête, on va chercher 20 éléments avec un tout petit peu de filtre, on n'a pas beaucoup de choses. On a un index et on se retrouve avec 218 millisecondes. Là, il faut savoir que 200 millisecondes, ça va, mais ça, c'est des requêtes où parfois elles time out. Donc c'est pour ça que moi je suis intervenu sur ça en mode en CTDP 99 qui time out avec des clients qui ne sont pas contents et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais il y a l'index, donc j'ai créé plein d'index différents. On a vu tout à l'heure, j'ai essayé de me faisais un peu n'importe quoi à créer 3 index en même temps. Le but, c'est d'identifier est-ce qu'il y a une suite d'index qui fait qu'il va bien se comporter.
Alors en fait, la réponse est non. Il y a pas de solution. Je suis allé voir sur le Slack de PostgreSQL, j'ai posé la question et il y a eu des échanges hyper intéressants avec des gens extrêmement compétents, mais qui ont fini par me dire que en fait, c'était pas possible, que c'était une limitation de Postgres. Donc il y a des options. Alors je vous invite pas à lire le code parce que c'est pas forcément le code le plus agréable. Je me suis dit, bah, si c'est pas possible de le faire avec une requête classique avec deux petits where, bah, en fait je vais faire un union all de chaque requête. Donc je vais créer une maxi requête. Ça je l'ai codé en Active Record. C'était l'enfer à écrire. Et donc je me suis retrouvé avec une requête immense. Et puis dès qu'on ajoutait plus de paramètres, on se retrouvait avec une requête vraiment pas cool. Et après, je vous laisse imaginer comment, derrière, on garde ça pour que ça fasse un Active Record, d'ailleurs, que vous pouvez scoper. Et pareil pour la pagination aussi, c'est très drôle à imaginer. GitLab a fait quelque chose un peu similaire et c'est hyper compliqué l'implémentation qu'ils ont faite. Ça marche, mais c'est quelque chose, on n'a pas voulu aller dans cette direction-là. Il y a une autre option, alors là, c'est purement SQL, mais c'est vraiment juste pour le point intéressant sur le côté SQL. Il y a quelque chose qui s'appelle les cross-joins. Et en gros, c'est un peu la même chose qu'avant, mais c'est beaucoup plus compact. Et en gros, on dit à Postgres, bah, je te passe des paramètres et puis tu vas me faire un peu une requête comme ça qui va se croiser. Ça, c'est quelque chose, j'ai mis en bas, je vous partagerai les slides si vous voulez. Il y a un gist où je mets tous les codes SQL avec. En gros, il y a un script où ça crée la table, ça met les millions de lignes. Après, vous avez les requêtes, les plans et tout. Il y a vraiment tout dedans. Ça, c'est quelque chose, bah, encore moins envie de l'implémenter en Active Record et rester dans l'univers Rails. Et du coup, la solution, c'est quoi? Eh ben, il y en a une. En fait, il faut attendre PostgreSQL 17. C'est que ce type-là, qui est Peter Gogigan, c'est un dev qui est chez AWS, qui était chez Heroku il y a longtemps, qui s'occupe du coup de la partie RDS, donc tout ce qui est, il y a Postgres, mais il y a d'autres choses. C'est lui qui a créé la feature d'Upsert sur PostgreSQL, donc voilà, kudo, hyper intéressant. Et en fait, à l'époque, quand j'ai posé les questions sur le Slack de Postgres, j'étais en mode, il n'y a pas de solution. Et il est venu m'envoyer un DM en me disant, je travaille sur un patch qui se rapproche de ta problématique. Et du coup, moi, petit à petit, parce que c'est long, il faut imaginer des contributions sur Postgres à ce niveau-là. C'est une DB qui a 25 ans, il y a forcément des gens qui ont essayé avant. Donc, il a passé plusieurs mois sur le patch. Je ne vais pas du tout essayer d'expliquer parce que c'est très, très compliqué. Mais en gros, ça, c'est avant. Donc, moi, j'avais 218 millisecondes et on passe à 11 millisecondes. Donc, il faut imaginer tous les endroits où vos requêtes, où parfois vous dites elles sont un peu lentes et vous avez deux where avec des tableaux et vous avez le bon index. Bah, vous attendez septembre, octobre prochain et vous mettez à jour PostgreSQL et normalement vous avez un bon gain de perf. Il faut savoir après que nous, la donnée qu'on va chercher, elle est très distribuée. C'est-à-dire que par exemple, là je mettais tout à l'heure, est-ce que les documents, c'est des brouillons ou c'est des documents qui ont été envoyés? Il faut imaginer que c'est quasiment moitié-moitié sur la DB, quoi. Il y a une distribution qui est assez large. Donc nous, sur ça, on a géré différemment sur le coup. C'est qu'on a réduit en fait le dataset qu'on allait chercher initialement. Et puis après, on a fait du partitioning aussi sur la table. Mais voilà, on attend quand même avec impatience ça. Donc là, on a tous les DB qui sont en CS3 en train d'attendre dans les starting blocks le 17, parce que ça va vraiment nous mettre un. Et donc là en dessous, je vous ai mis aussi, vous verrez, si vous voulez lire la mailing list, parce que vous savez que PostgreSQL n'a pas de pull request. PostgreSQL, c'est des mailing lists. Ils s'envoient des points patch en texte, et du coup, ils review des points patch. Voilà, ça n'a pas changé. Donc, pour suivre, c'est une mailing list, et c'est intéressant. Par contre, le ton, c'est pas du tout en mode friendly sur un repo Ruby, ça s'envoie des bons taquets. Voilà, c'est une autre communauté. Et je vais passer très rapidement sur les hot updates, mais surtout montrer les graphes. Je parlais au tout début des vacuums. Quand vous avez votre table, vous faites vos updates et vos suppressions. En gros, ce que ça fait, c'est que ça enlève pas les lignes des tables, ça les marque comme obsolètes. Donc, c'est pour ça que parfois on vous dit la table elle a du bloat, la table elle est énorme, en fait la donnée, il n'y a pas grand-chose dessus. Ce qui se passe dans Postgres, c'est qu'il va marquer les lignes comme obsolètes et après il vient faire le ménage automatiquement en fonction de configuration que vous avez choisie. Ça, c'est intéressant, mais le problème, c'est que vous vous retrouvez après avec des requêtes quand vous faites un update qui vont mettre un peu plus de temps. Et puis surtout, ça vous fait après des tables qui sont énormes et qui n'ont pas beaucoup d'informations. Donc, il faut imaginer que vous voulez récupérer 5 lignes. En fait, les 5 lignes, elles sont éclatées complètement à différents endroits et qu'en fait, elles sont éclatées à différents endroits, mais alors que l'information, elle n'est pas intéressante au milieu, quoi.
Donc ça, il y a une technique que je trouve pas assez connue qui s'appelle les hot updates. En fait, le but, pourquoi on dit hot update, c'est quand vous mettez à jour une ligne, le but c'est que ça fasse le moins de bruit possible et le moins de dégâts possible sur votre table. Et pour ça, le premier point, ça veut dire que enfin les colonnes que vous allez updater, il ne faut pas qu'elles soient indexées. Alors ça doit faire mal comme ça, mais ça veut dire que si vraiment vous dites, ah ben je vais créer un index, dans le doute, je vais indexer 5 colonnes, et qu'en fait la cinquième colonne, vous êtes tout le temps en train de faire des updates dessus, ben, en fait, il faut réfléchir à ça et se dire, peut-être que j'ai pas besoin de l'indexer. Alors là, ça, c'est un graphe classique chez Lifen. Ça, c'est des requêtes, c'est sur une table. On voit qu'on a des hot updates, alors pas toujours. En orange, c'est le graphe, donc on voit que c'est la requête par minute, donc c'est les updates, on a 40 000 updates par minute. Et parfois, en fait, les hot updates, on est quasiment à 90, parfois 80, parfois ça descend un peu plus. Mais en gros, notre objectif, ça c'est des métriques PG Analyze, c'est des métriques qu'on veut suivre, c'est on veut avoir des hot updates sur les tables qui sont les plus sollicitées. Et vous allez me dire, c'est quoi le gain? Ben, c'est assez intéressant. Euh, En côté, c'est les lignes, là, c'est sur une seule requête que j'ai prise, donc c'est 4000 requêtes par minute. Et on voit au début, en bleu, enfin en vert, pardon, on est par exemple à 50 millisecondes pour un update. Et à partir du moment où on supprime les index qui n'étaient pas forcément utiles, on passe à quelques millisecondes. Donc nous, en gain, c'est 87% de gain sur nos updates, quoi. Alors on peut dire que c'est que 50 millisecondes, mais vu qu'on en fait 4000 par minute et que ça, c'est qu'une requête, en fait, le gain, il est assez intéressant. Et aussi quelque chose, je vous dis tout à l'heure, il y a le vacuum, on va faire le ménage sur la table. Il y a un autre gain, c'est qu'en fait, le vacuum, quand il vient, vu qu'il doit parcourir toute la table et faire le ménage, bah, ça consomme des ressources sur votre machine. Et je vous promets, quand vous êtes en prod et qu'il y a un après-midi où vous dites, ouais, c'est cool, les métriques, elles sont au vert, et là, il y a deux vacuums qui se lancent, et vous voyez votre DB qui est complètement dans les choux, et vous dites, OK, faut qu'il ait les vacuums, c'est pas drôle. Bah, vous commencez à réfléchir comment on peut réduire les vacuums. Bah, en fait, vu que vous faites les hot updates et vu que vous faites moins de bruit sur votre table et moins enfin, de détritus, si on pourrait dire ça, en fait, vous retrouvez là, ici, la courbe grise, c'est les nombres de lignes qui sont mortes. Donc on voit qu'on a un seuil à peu près à 2 millions. Et quand on est à 2 millions, on vient faire le ménage. Et à partir du moment où on active les hot updates, on voit qu'on met c'est plusieurs jours avant d'aller faire un vacuum. Donc là, pour nous, c'était super intéressant parce qu'il n'y avait plus de surprise de vacuum différents. Du coup, c'est la fin. Donc, petit récap sur les choses apprises pendant les slides. C'était vraiment sur les requêtes et je vous invite vraiment à mettre les explain, analyze, les verbose, donc un peu tous les paramètres. Parce que en fait, il ne faut pas se fier que au temps de réponse. Il faut vraiment aller voir est-ce qu'il y a de la mémoire qui est utilisée, est-ce qu'il y a du disque et tout ça. Je vous promets, au début, ça pique un petit peu comme d'autres choses, mais en fait, il faut lire et lire les plans SQL et puis après, vous allez petit à petit saisir beaucoup plus de choses. Et surtout, il y a des outils qui sont trop bien. Il y a un outil qui s'appelle Explain chez Dalibo, qui est une entreprise française avec des DBA qui sont hyper calés. Et en gros, vous lui passez votre plan qui est à la base illisible et il vous fait un graphe très clair. Et je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre que de partir d'un graphe très clair et puis après de relire le plan. Après, bah, j'ai mis aussi le premier point sur attention quand vous avez plusieurs where. Donc, paniquez pas si vous avez plusieurs where pour la même colonne. Attendez de regarder s'il y a des soucis. Mais pour nous, ça nous a surpris. Et à l'époque, pareil, j'étais sur le Slack de PostgreSQL et les gens m'ont dit, on ne te croit pas. Donc, j'ai fait un script, j'ai montré et ils m'ont dit, c'est pas possible. Donc, après, ils ont commencé à regarder les scripts et ils m'ont dit, ah, donc ils n'étaient pas d'accord sur est-ce que Postgres doit gérer ça. Mais en tout cas, même des DBA qui étaient avertis étaient surpris de ça. Donc, pour le coup, il faut vraiment faire des tests et pas uniquement se baser sur son intuition. Aussi, attention sur la création d'index, de ne pas en créer trop d'un coup. Pensez qu'en fait, un index, ce n'est pas gratuit. Souvent, on parle d'index overhead, mais en gros, un index, on l'a vu sur les hot updates, mais un index, ça rajoute du temps quand vous faites une mise à jour ou une création. Donc, c'est vraiment pas gratuit. Il faut y penser deux fois avant de créer un index. Attention, les prepare statements avec les wheres. Alors, je pensais que dire que la pull request que j'ai un peu mentionné tout à l'heure avançait pas, mais elle avance. Donc ça se trouve, en fait, vous allez bénéficier de choses automatiquement sur le state Rails 8. Après, attention sur les prepare statements aussi, sur les query params. En gros, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais il faut faire attention parce qu'on peut, à un moment, on se dit, bah, c'est bizarre, j'ai vachement de consommation mémoire sur chaque connexion, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des prepare statements qui sont mal utilisés. Après, sur les usages sur PGStat Statement, c'est ce que je montrais sur les statistiques, si vous voulez regarder un petit peu. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné un outil qui est gratuit, qui s'appelle PG Hero,
qui est très bien pour aller voir les informations d'une DB. Et lui, par exemple, se base sur pgstat-statement. Donc, si vous avez une donnée qui est altérée, c'est pas intéressant. Les ENI, c'est très intéressant si vous les regroupez. D'ailleurs, j'ai fait une petite typo. Les query tags, bah, c'est bien, mais attention si vous avez les prepare statements. Et puis, pour le dernier, sur les gros tableaux en ENI, les where, je pense que vous allez plein en bénéficier si vous mettez à jour PostgreSQL septembre-octobre prochain. Et en tout cas, si avant vous avez toujours des soucis avec ça, il faut splitter la data et filtrer plutôt, quoi. Voilà. Et des petits liens, et puis voilà. Et après, bah, je pense que tout le monde a envie de boire un coup et de manger, donc je prendrai les questions après si vous voulez.